C'était en 2004, donc ça commence à faire, et donc c'était vraiment le début de YouTube venait juste d'arriver, etc. Donc c'était vraiment le début d'Internet sur l'aspect vidéo, et nous on avait pris comme thématique le rapport entre les jeunes générations et les écrans, et le fait que on trouvait qu'il y avait plusieurs il y avait la littérature scientifique et plusieurs observations sur cette dépendance plus ou moins entre cette génération et les écrans, sauf que à cette époque-là, on l'avait traité de manière assez standard, qui était le rapport à la télévision presque cathodique, un peu comme la boîte de télévision. Et donc on avait fait, notre réponse avait été de faire des petits films qu'on avait appelés des téléclasmes, c'est-à-dire où l'idée était d'interrompre les programmes presque de manière un peu pirate et de montrer des sortes de petits films presque artistiques qui questionnaient le rapport entre le public et l'écran. Donc voilà, donc juste comme introduction, parce que ce qui est assez marrant, c'est que c'était un peu pas anti-télé, mais disons qu'il y avait quand même ce regard-là, et que là où j'ai travaillé en premier, c'est avec Bernard sur de l'habillage télé. Donc c'est toujours assez rigolo de voir Alors je vous ai mis juste les 3 pilotes en question. Ok, donc je récapitule. Donc c'était des petits films de quelques secondes qui étaient censés interrompre le programme et questionner le rapport entre le spectateur et sa consommation d'écran. Ah merde, excusez-moi, mon langage. Ensuite, j'ai travaillé pas mal avec Gédéon, donc qui fait de l'habillage télé. Moi, j'intervenais à la fois en tant que graphiste, donc j'ai retravaillé par exemple le logo les génériques d'Envoyé spécial, que vous devez connaître, qui était un peu une émission assez importante à l'époque, et donc j'avais juste donné une sorte de coup de frais graphique sur l'identité de l'émission, et ainsi que C'est dans l'air. Et après, j'intervenais aussi, pas en tant que uniquement graphiste, mais aussi réalisateur, donc c'est-à-dire pour l'habillage télé, ça va être des génériques, ça va être des jingles, ça va être des choses où il y a du tournage. Et une des choses qu'on avait faites, qui était intéressante, qui était le générique d'une émission d'M6 qui a eu, je crois, une seule saison, qui s'appelait Les Français, l'amour et le sexe, et qui était une sorte de série de documentaires sur le rapport entre les Français et la sexualité, et où la problématique du générique était de comment parler de ça sans rien montrer qui soit choquant à la télévision ou quoi que ce soit. Et donc l'idée qu'on avait eue était d'utiliser la typographie du titre comme décor, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Touch it, feel it,
la problématique de l'habillage est de créer une identité pour la chaîne, un package graphique. Et donc là, pour ce projet-là, c'était donc Virgin 17, qui est une chaîne qui a duré très peu de temps à l'antenne. Et où donc moi j'intervenais, il y a une équipe graphique qui s'occupe de tout ce qui est habillage graphique de la chaîne, donc les bandes annonces, les choses comme ça. Et on a ces éléments, là dans l'idée, il y avait des éléments filmés qui étaient la mise en scène de spectateurs ou de personnages qu'on imagine téléspectateurs de la chaîne, et des sortes de moments de folie qui étaient représentés par le logo. Je ne sais pas si vous avez joué aux Sims, où il y a une sorte d'étoile au-dessus là. Donc c'était un peu ça l'idée, c'était en gros des spectateurs qui passent en mode Virgin 17 avec l'apparition de l'étoile et qui font une sorte de petits moments de folie, quoi. Donc c'est des petits éléments comme ça qu'on avait fait. Donc c'est un montage de différents jingles. Hard to hear it sometimes. You can read between the lines when you listen to the one. You listen to the one inside. You listen to the one. You listen to the one inside. Look at all the things that you see and what makes your reality. When it's hard to see it sometimes, you can look between the lines. You listen to the one. You listen to the one inside. And you listen to the one. Yeah, you listen to the one inside. Listen to the sound in your ear, every little thing you hear. When it's hard to hear it sometimes, you can just relax your mind. Listen to the one. Listen to the one inside. And you listen to the one. Yeah, you listen to the one inside. Voilà, donc c'était l'idée, enfin la difficulté d'en écrire énormément pour que ça puisse se renouveler sans qu'on ait marre de voir les mêmes, puisqu'à chaque fois on n'en montrait qu'un en entrée et un en sortie, donc de petits 4-5 secondes à chaque fois. Après j'ai travaillé sur l'habillage de France O, qui est la chaîne Outre-mer de France Télévisions. On a fait deux habillages consécutifs où là l'idée des modules était comme c'est une chaîne urbaine, une chaîne pour les gens qui viennent d'outre-mer mais qui résident en métropole. Donc c'était de mettre en scène du sport, enfin des moments de danse, des moments de joie entre guillemets sur les murs urbains, quoi. Donc ça c'était la première saison. Et la deuxième saison était de jouer sur une idée un principe de mise en scène qui était un peu qui était beaucoup vu à ce moment-là, qui était l'image dans l'image. Et donc du coup là le concept était de ces personnages qu'on imagine issus de l'outre-mer et qui ont en eux pas un souvenir mais du moins une projection vers un ailleurs, quoi, qui est l'outre-mer. Ça
ça c'était un exercice assez intéressant qui était pour fêter les 10 ans de France 24. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une chaîne d'info française. Ils voulaient faire donc un film de montage sur qui célèbre leurs 10 ans. Et donc j'ai travaillé dessus. Et ce qui était intéressant, c'était donc qu'ils ont laissé libre accès à toutes leurs rushs depuis 10 ans. Donc on avait une sorte de plateforme serveur où on pouvait regarder les rushs bruts de tous leurs reportages. Ils avaient quelques idées comme ça de scènes qui avaient été marquantes, de reportages en direct et de moments où en fait les caméras de France 24 étaient là quand se passait un événement. Il fallait trouver, donc c'était un exercice assez compliqué parce que c'était comment trouver une sorte de fil presque narratif ou du moins une thématique à travers des millions de possibilités puisque les rushs étaient monstrueux. Et donc il fallait à la fois regarder énormément d'images, sélectionner, mettre ensemble, et enfin vraiment un exercice de montage pur. Et donc voilà ce que ça a donné. Voici la dernière position arrachée par le public. You are right. Yeah, can you hear me? Yeah, back police were shooting tear gas directly at them as you can see right behind me. Les patrouilles mixtes sont déjà mises en place. Ce sont donc ces hommes qui vont marcher sur la ville de Paraplé. Roméo Langlois qui a également filmé sa libération. Voici la dernière position arrachée par l'armée. You are right. Qui a filmé sa libération. If you take a look around, this whole area, everything is like a standstill. Alors OCS, donc c'est la chaîne, c'est Orange Cinéma Série. C'est une chaîne qui est un peu l'équivalent de Canal+ pour Orange, donc il y a à la fois vous devez connaître les séries, des choses comme ça, et qui avait une baseline à l'époque, je ne sais plus si c'est toujours la même, qui était vous êtes fan, nous aussi. Et donc qui parlait beaucoup du téléspectateur finalement et de son rapport de fan aux séries, aux films et aux programmes. Et au moment de l'appel d'offres, donc quand on a fait la proposition, donc il y avait un package graphique et les idées comme ça de vidéos étaient de mettre en scène justement les fans, donc fans de cinéma, avec un rapport presque pas pathologique, mais du moins, qu'est-ce que c'est qu'un ultra fan de Walking Dead ou un ultra fan de la série Girls ou de films policiers, de films d'action. Et c'est assez proche de ce qu'on avait fait pour Virgin 17, c'est-à-dire dans des moments comme ça, filmés avec très très peu de sous, des mises en scène de comédiens presque naturalistes, dont le rapport aux séries, aux films est vraiment du fanatisme, quoi. Et donc les premiers, c'est ce qu'on avait fait pour l'appel d'offres, donc c'est-à-dire que ça finit par passer, je crois, à l'antenne, mais qui sont faits sans aucun, enfin vraiment de manière très simple. Recording is on. Après, ce que je faisais beaucoup aussi à Gédéon, qui étaient des bandes annonces spéciales, on peut appeler ça comme ça, qui était de parler de programmes sans en montrer d'image, ou du moins de trouver une idée. Donc par exemple, quand pour Canal+, Dexter il faisait une nouvelle saison de Dexter, il voulait faire une bande annonce sur cette nouvelle saison, mais sans montrer d'image du programme, et donc avec une idée, il fallait écrire une idée qui parle de Dexter, donc de la série, sans montrer rien du programme. Sans utiliser l'image du programme.
d'inspiration dans nos métiers. Et bah voilà, donc c'était évoquer à la fois le personnage, même à travers l'image, d'être dans un langage pour le coup plus cinématographique. Et d'avoir ce petit twist avec pas vraiment savoir de quoi on parle avant d'arriver sur Dexter. On a fait le même exercice pour la série 24 heures chrono donc de Jack Bauer qui avait été arrêté pendant un moment et puis qui revenait pour une saison événementielle. Et donc l'idée c'était comment montrer que Jack Bauer revenait sans montrer d'image du programme non plus. Jack Bauer, son grand retour va faire des heureux, mais pas que. 24 Live Another Day, bientôt sur Canal+. Donc c'était les méchants de 24 habituels qui étaient tristes de retour de Jack Bauer. Donc voilà, donc ça c'était assez marrant comme exercice de parler d'une série, de parler d'une thématique sans trouver une idée à chaque fois qui parle de ça sans montrer d'image. Et ça permettait aussi en tant que de réalisateur d'avoir un tout petit peu plus de budget pour créer une image qui soit plus intéressante, plus cinématographique. Donc ça c'est un peu ce que j'ai pu faire à Gédéon sur je sais pas, 7-8 ans, comme ça. Et en parallèle, j'avais monté un studio de graphisme en sortant un peu après, parce que j'ai eu une période à Gédéon en tant que stagiaire. Ensuite, je suis parti faire du graphisme dans différents endroits et j'ai monté un studio qui s'appelait Mork Studio, où on faisait du graphisme ou des choses un peu plus traditionnelles, on va dire. Et donc, je lui ai montré quelques travaux, mais du coup, ce qui est intéressant en termes de parcours, c'est que là c'était vraiment un studio graphique, on était 2 et 3 et c'était, on essayait de créer une boîte, un studio. Donc une des premières choses qu'on avait faites qui était les cuisines, qui est une salle de musique à Chelles. Donc c'est le premier appel d'offres qu'on a remporté, donc on avait fait l'identité visuelle et la signalétique, et les programmes, les affiches, etc. Et donc l'idée était de créer une sorte d'identité visuelle un peu du virus ou de la disruption. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on prenait pour les affiches, on faisait des shootings photos, on faisait venir des gens de la ville, de Chelles, des jeunes qui étaient en lien avec la salle ou qui étaient essayer de mettre en scène les gens qui travaillaient dans le lieu ou qui étaient en connexion, des artistes qui étaient en résidence ou des choses comme ça, à travers des sortes de petits happenings visuels et qui faisaient ensuite les affiches des programmes qu'il y avait tous les mois. Et il fallait trouver comme ça des idées très régulièrement. Et ça c'était au niveau de l'appel d'offres, le petit film qu'on avait montré pour dire que aussi cette écriture, parce que ça remonte, il n'y avait pas encore l'idée d'utiliser les réseaux sociaux par exemple était encore au tout début, et donc on voulait proposer le fait de montrer ces shootings ou ces choses-là déclinées de manière audiovisuelle et justement pour les réseaux sociaux. Donc ça c'est ce qu'on avait fait, qui nous avait pris pas mal comme boulot. Il y a une rue qui s'appelait Entre, qui avait été créée parce qu'on partageait un atelier avec plusieurs personnes à Montreuil. Et une des personnes qui partageait l'atelier avec nous a voulu créer une revue d'art
un magazine sur l'art contemporain. Donc on avait fait la maquette et la maquette et la mise en page. Et avec le problématique qui était un peu fou, qui était que tout changeait à chaque numéro. C'est-à-dire que la maquette, la typographie, il n'y avait que le logo qui restait, mais tout était différent. Donc c'était intéressant, mais extrêmement compliqué à tenir en termes de travail et de délai. Et après, le concept du magazine était assez marrant, quoi. C'est à chaque fois de faire parler d'un artiste contemporain avec des œuvres, enfin un rapport plus ancien, et de voir comment les deux pouvaient dialoguer. Donc voilà, c'est une revue qui a duré à peu près 1 an et puis qui est morte comme beaucoup de revues papier. Et donc aujourd'hui, moi je travaille donc toujours en freelance, mais avec un autre collectif qui s'appelle Intro, donc qui est au Havre, et où je fais pour eux un travail graphique ou de direction artistique. Donc par exemple, on a fait les maillots de l'équipe du Havre de basket. On organise un festival qui est intéressant, qui s'appelle Béton, qui est un festival qui donc c'est musique, architecture et nourriture, et qui met en avant le patrimoine architectural du Havre et de la musique. Et donc il y a des concerts, il y a des choses comme ça. Et cette année, donc, qui était particulière à cause du Covid, et où par exemple on a organisé des concerts dans des conteneurs, des concerts où c'était par groupe de 4-5, tu venais dans un conteneur et tu voyais une seule chanson, et après tu tournais. Donc pour réduire le... Donc c'est comme ça, c'est à cause des problèmes. Le festival s'appelle Béton. Béton, ouais. Parce que oui, du coup, je ne sais pas si vous savez, mais le Havre a une histoire architecturale assez intéressante, qui est que la ville a été détruite de 95% pendant la guerre. Et donc elle a été complètement reconstruite en très peu de temps, dans les années 50-60. Et comme ils devaient faire ça rapidement et que ce soit pas cher, etc., ils ont donné plein pouvoir à un seul architecte, c'est un peu un des seuls exemples qui existe, qui est que de design absolu, où le type a pu faire ce qu'il voulait. Et donc il a créé des modules architecturaux, et en très très peu de temps, il a reconstruit complètement la ville, et donc il y a vraiment une ambiance assez particulière. Donc c'est ça que le festival essaye de mettre, d'utiliser ça de manière contemporaine et plutôt un peu, parce que longtemps la ville a eu un peu, pas mauvaise réputation, mais c'était pas sexy d'aller au Havre, et voilà, donc l'idée c'est de rendre ça plus... de montrer vraiment la particularité de la ville. Ça, il y a un petit film qui montre... hop là. Par exemple, il y avait une balade food où c'était, on emmenait les gens dans différents restaurants de la ville, et il y a un pâtissier qui avait fait des petits parpaings de béton à manger, c'est ça qu'on voyait. C'était pas le vrai Daft Punk. Ça c'est intéressant dans la réflexion, que c'est un pub qui est au Havre, qui s'appelle Le Bureau, qui est pas une firme mais une franchise,
et donc le mec qui est propriétaire du bureau donc part de la franchise et donc sollicite plusieurs agences pour savoir quel est le... et donc il voulait appeler ça le pub des Halles, parce que ça c'est sur la place des Halles. Et du coup, on lui dit qu'en fait le pub des Halles c'est un peu nul comme nom parce qu'il y a déjà plein de choses. Il y a le bistrot des Halles, il y a le café des Halles. Et donc en réfléchissant, le truc c'est que ce pub-là se trouve sur la place où il y a le volcan, qui est un truc architectural assez marrant. Donc c'est Oscar Niemeyer qui a fait ça, qui est un grand architecte, et où alors que toute la ville est très très cubique et très carrée, il a lui, c'est son style habituel, mais il a fait quelque chose de tout en courbe et en rondeur. Donc c'est une salle de théâtre, une salle de spectacle et une bibliothèque, et qui est vraiment une sorte de poumon dans la ville au milieu, et qui contraste énormément avec tout le cubisme, on va dire, qui est tout autour. Et donc le pub se trouve juste à côté, quoi. Et donc en réfléchissant à qu'est-ce que pouvait être comme nom, comme univers qui pouvait s'appliquer à cet endroit et que ce soit plus riche et plus intéressant, j'ai un peu réfléchi dans l'univers fictionnel, le fait de se trouver à côté d'un volcan. Donc il y a un livre de Jules Verne qui s'appelle L'île mystérieuse, où en fait ils échouent sur une île où il y a un volcan. Et l'île s'appelle l'île Lincoln. Et donc du coup, on a proposé d'appeler ça le bar, le pub le Lincoln. Avec le fait aussi où on pouvait utiliser les gravures de l'époque qui sont maintenant libres de droit, enfin dans le domaine public plutôt. Et donc voilà, et du coup ça crée, en fait on peut facilement créer un univers beaucoup plus riche. Voilà, donc c'est un peu aussi une partie du métier, quoi, de raconter une histoire, enfin de pouvoir en fait assez facilement raconter une histoire, parce que de toute façon la communication c'est beaucoup ça, et surtout pour un lieu comme ça, un lieu de vie ou d'échange, très facilement dans cet univers-là, on pouvait imaginer des choses de déco, voilà. Parallèle à travail de graphisme, je fais aussi pas mal un peu de fiction et de documentaire. Donc ça c'est une série documentaire qui était passée sur Arte, qui s'appelle Jamais sur vos écrans, et qui était des interviews de grands réalisateurs qui racontaient un film qu'ils avaient jamais pu faire. Et donc il y a des exemples comme ça qu'on connaît de projets très très connus, comme Kubrick qui a travaillé très longtemps sur Napoléon, ou Coppola sur un projet qui s'appelait Megalopolis. Et donc en fait quand on s'intéresse un peu au travail des réalisateurs, on se rend compte que pour chaque projet de film qui aboutit, il y a des dizaines, voire des quinzaines de projets qui ne sont jamais mis à terme. Et c'est souvent un peu des blessures ou des choses très importantes dans leur parcours, parce que des fois ils travaillent sur des années, voire des décennies sur des projets qui finissent par pas se faire. Et donc l'idée à chaque fois c'était d'interroger un réalisateur qui raconte un film comme ça, un projet de film qui n'a pas eu lieu, et quel était ce film, à quel moment de son parcours, de sa carrière il devait avoir lieu, et pourquoi le film s'était pas fait. Donc on avait une dizaine d'épisodes et on a interviewé comme ça une dizaine de réalisateurs, et donc voilà, et donc l'idée était qu'on avait fait en noir et blanc, avec cette idée qu'une sorte de table qui était en dessous, qui pouvait déstructurer l'image et qui était une sorte de métaphore un peu de la mémoire parcellaire ou de la déconstruction du souvenir. Donc ça, on avait fait que ça, et il y avait en plus, pour chaque épisode, on avait fait faire des affiches de ces films qui n'existent pas par des graphistes ou des illustrateurs. Donc je ne sais pas si je vous montre un épisode en entier parce que ça dure un peu de temps, mais au moins le début, un petit bout, ouais. Rahan est un enfant adopté. Sa mère, en fait, est une solitaire qui avance à travers les immensités sauvages avec son bébé, et elle est chassée en fait par 3 tigres à dents de sabre.
Elle est coincée dans un ravin face à ces tigres et elle glisse l'enfant sous une pierre et elle affronte seule les tigres, en tue un, finit par mourir. Et c'est un groupe de chasseurs qui, en passant par là, découvre le cadavre de cette femme héroïque et entend les vagissements du bébé qui est sous la pierre. C'était la première scène et c'était la scène qui fonde tout, finalement. Parce que je trouve qu'il y a dans cette scène une puissance mythologique qui a fait le succès de Rahan. C'est-à-dire, c'est un Christ préhistorique. J'ai rentré après ça? Oui. Quand? 2015, quand 2017, 2014 et 2014-2015, après je suis rentré en 2015, 4 fois. Bon courage. Vous m'avez parlé un petit peu brièvement de votre maman là. Je me suis dit, comme avant elle travaillait dans la police et tout, je me suis dit je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça au moins elle va attendre parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'elle a fait quoi. Vous êtes une personne vulnérable. Vous êtes fragile. On s'en prend facilement à vous. Enfin bon, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus, hein. Non, après j'ai Sinon, pas vous dit seriez ça. pas là. Ouais. La dernière fois que j'ai vidé la douche, je tape, y'a pas un morceau qui tombe en bas au rez-de-chaussée, un morceau de pierre. Elle est en train de s'effriter la prison. Et qu'est-ce qu'il y a mon pote? Moi je vendais du shit, fais où je suis. Retour vers le passé, ça n'existe pas. Non, vous pouvez plus changer ce qui s'est fait. Eh oui. Des gens, ils me mettent des coups de couteau. Je dis rien, ils me faites ça. Je dis rien, c'est quoi ça? La privation de liberté, monsieur Fernandez, ça veut dire quoi à votre avis? On m'a coupé de tout, pour moi c'est trop compliqué ici. Moi sincèrement c'est trop compliqué. C'est sorti en salle ça? Ouais, cette année, enfin en début de l'année. Et non, ça c'est assez chouette. Et donc du coup, ils voulaient faire une affiche, mais au départ, ils avaient peur que les prisonniers veuillent pas être visibles sur une affiche. Donc il fallait faire une affiche complètement graphique. Donc, j'avais proposé des choses, mais que je trouvais pas, qui rendaient pas forcément hommage, par rapport au film, je trouvais pas terrible. Et donc après, j'ai fait des projets où finalement on voyait pas les personnages, mais on reconnaissait quand même plus le film. Avec cela que je trouvais assez intéressant. Et l'affiche finale, c'est celle-ci. Où ce qui était assez intéressant, c'est d'avoir le grillage, le filet anti-hélicoptère là, qui enferme les personnages, avec aussi ce côté très très lumineux de Marseille et de ces gens qui sont vraiment au ras, quoi. Presque aussi intéressant, mais qui est compliqué, c'est que là du coup quand on fait des affiches de films, surtout des documentaires, il n'y a pas de shooting exprès. Donc là c'est vraiment un montage il y a au moins 5 ou 6 images différentes qui sont montées, où même le filet est recréé. Enfin, il y a beaucoup de travail de post-production.